Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 26 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Jérémy Foix. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, donc vous êtes historien moderniste, maître de conférence à Marseille et spécialiste des guerres de religion. Donc je vous ai invité aujourd'hui pour parler de cet aspect en particulier qui va dans le programme de seconde, dans le chapitre sur la France au XVIe siècle, et donc pour faire avec vous un point à la fois historique et historiographique sur ce que sont les guerres de religion et comment est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui aux élèves. Alors, première question peut-être, Jérémy, qu'est-ce qu'on appelle en fait les guerres de religion ? Alors, ce qu'on appelle les guerres de religion, c'est un ensemble de conflits qui se déroulent entre 1562 et 1598. Il faut savoir qu'on ne les a pas toujours appelées les guerres de religion, notamment les contemporains les appelaient les troubles, ou plutôt les guerres civiles, en faisant référence aux guerres civiles, notamment romaines ou grecques. Alors 1562, 1598, c'est les bornes qu'on donne en général pour cette série de conflits. On dit qu'il y a 8 guerres de religion, 8 grandes guerres de religion, qui sont l'occasion pour les armées royales d'affronter soit les armées protestantes au début de la période, soit les armées ligueuses, c'est-à-dire catholiques zélées, à la fin de la période. Alors on dit 1562, c'est la première guerre de religion. En mars 1562, elle est déclenchée par le massacre de Vassy. On y reviendra peut-être, un massacre par le duc de Guise et ses hommes de peut-être 80 fidèles protestants assemblés dans un temple. En réaction, les protestants, notamment les nobles protestants, vont prendre les armes, se saisir de villes, Orléans, Rouen, Lyon, et mener la guerre à la couronne. Ça dure 1 an, puis il va y avoir une paix, puis après une nouvelle guerre, puis une nouvelle paix, etc. La fin, c'est 1598, avec l'édit de Nantes, accordé par Henri IV, qui donne liberté de conscience et de culte aux protestants. Alors ça, c'est vraiment les bornes traditionnelles de ce qu'on appelle les guerres de religion. Alors les guerres de religion, c'est ces grandes batailles entre protestants et catholiques, mais c'est aussi toute une série d'affrontements plus ou moins grands. Il y a des massacres, massacre de Vassy dont on a parlé, massacre de la Saint-Barthélemy, mais il y a aussi toute une série de petites rixes dans les villes, dans les villages, autour des processions, autour de carèmes. Donc si vous voulez, c'est un état de tension très élevé de la société française, motivé essentiellement pour des questions religieuses. Et quand je dis essentiellement pour des questions religieuses, d'emblée, ça fait toucher du doigt ce point qui est que quand on dit guerre de religion, quand on utilise ce chrononyme, guerre de religion, c'est-à-dire façon de parler d'une époque, nom d'époque, guerre de religion, c'est déjà un biais qui dit que cette période et ces guerres sont motivées par la religion. Or, on peut quand même dire qu'il y a d'autres motivations, notamment le pouvoir. Il y a aussi des querelles entre des factions, comme les Guises ou les Châtillons. Il y a aussi des querelles économiques. Donc, dire guerre de religion, comme on le fait à partir du XIXe siècle avec Michelet, c'est d'emblée donner une lecture religieuse à cette période. On pourrait tout à fait dire que les guerres de religion commencent en 1559. D'ailleurs, dans son dernier livre, Nicolas Leroux fait commencer les guerres de religion en 1559. 1559, c'est 2 choses très importantes. C'est la paix avec l'Espagne, traité du Cateau-Cambrésis, qui fait que toute une série de soldats des guerres d'Italie vont être démobilisés et par conséquent disponibles pour faire la guerre en France. Et puis 1559, c'est la mort d'Henri II. Mort d'Henri II, le mari de Catherine de Médicis, qui va déstabiliser, fragiliser la couronne, puisque ses fils, tous ses fils, qui vont devenir rois successivement, François II, Charles IX, puis Henri III, tous ses fils en 1559 sont mineurs.
Ce qui fait que Catherine de Médicis, sa femme, se retrouve seule avec des enfants jeunes. Et cette situation qui va donner lieu à une régence, c'est une situation de fragilité qui va exciter les concurrences et les rivalités aristocratiques et aussi expliquer les guerres de religion. Donc, oui, on n'est pas obligé de commencer en 1562. On n'est pas non plus obligé de finir en 1598 parce qu'on sait, peut-être qu'on y reviendra plus tard, que les guerres, en réalité, vont se poursuivre jusque 1629 avec l'édit d'Alès. Alors justement, Jérémy, peut-être pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation dans ce royaume de France avec, vous l'avez dit, hein, l'arrivée de cette religion prétendue réformée, comme on l'a nommée à l'époque. Peut-être pourriez-vous revenir sur les débuts de l'introduction du protestantisme. On avait fait avec Yves Krummenacher une émission, hein, l'émission numéro 5, Bref de classe, où il présentait le protestantisme dans les territoires allemands. Alors comment est-ce que ce protestantisme est rentré en France et surtout, comment est-ce que petit à petit, il a gagné de l'importance pour toucher, vous l'avez dit, une certaine partie largement quand même importante de la noblesse, par exemple? Oui, le protestantisme s'introduit en France par les chemins que les historiens connaissent bien, qui sont les chemins des foires, les chemins du livre, les chemins des universités. Ça commence dès le schisme luthérien, dès 1517. On voit commencer à s'introduire dès la décennie 1520 en France les nouvelles idées. Alors les nouvelles idées, elles ne circulent pas dans le vide, elles circulent selon les actes de communication et dans les grandes villes comme Lyon, comme Paris, comme Toulouse, qui sont des villes d'université ou alors des villes de parlement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clients pour ces nouvelles idées. Et ces clients, prioritairement, ce sont les lettrés, c'est-à-dire les gens qui sont capables de lire les idées de Luther, qui sont capables de lire la Bible dans le texte, puisque vous savez qu'une des caractéristiques du protestantisme, c'est de supprimer les intermédiaires entre Dieu et les fidèles, notamment de supprimer cette institution qu'on appelle l'Église, qui aurait le monopole de la manipulation des biens de salut. Pour les protestants, le fidèle peut lire la Bible seul et s'adresser à Dieu par la prière. Pour faire ça, il faut savoir lire. Ce qui fait que dans les années 1520, les premiers clients du protestantisme, les premiers lieux, ça se passe dans les grosses villes, soit les villes de parlement, soit les villes universitaires. Dans un premier temps, le roi, c'est François Ier, regarde d'un œil plutôt bienveillant ces idées nouvelles. Non pas qu'il soit protestant, il est catholique, mais il a dans son entourage, notamment sa sœur, Marguerite de Navarre, des gens qui sont favorables à des idées qui ne sont pas des idées protestantes, mais qui sont des idées qu'on appelle évangéliques. Ces idées évangéliques, c'est l'idée que Dieu est bon. Et non pas un Dieu qui punit, un Dieu qui surveille. Dieu est bon, Dieu est juste. Et ces idées séduisent dans un premier temps François Ier qui refuse de persécuter trop fortement le protestantisme. Il va favoriser notamment un cercle, d'abord évangélique, puis certains qui vont devenir protestants, qu'on appelle le cercle de Meaux, qui est très actif à Meaux, autour de l'évêque Brissonnet dans les années 1520. Alors ça aurait pu faire, si la France avait suivi cette pente d'adopter l'évangélisme, que le protestantisme ne séduise pas les Français. Puisque l'évangélisme, si vous voulez, procurait une forme de désangoissement aux Français en créant l'image d'un Dieu bon, d'un Dieu juste. Et ça s'est pas passé comme ça, puisqu'en 1534, il y a un moment de rupture qui s'appelle l'affaire des placards. L'affaire des placards, pour le dire vite, ce sont des affiches, on appelle ça des placards au XVIe siècle, qui sont posées un petit peu partout dans Paris, et notamment, dit-on, jusque sur la porte de la chambre du roi. Ces placards dénoncent toute une série d'abus, de ce que les protestants appellent des abus, notamment la messe. Ils disent que la messe est une superstition. Et ça, pour François Ier, ça va constituer un point de rupture. C'est-à-dire que autant l'idée d'un Dieu juste, d'un Dieu bon, autant même l'idée du salut par la foi peut séduire François Ier et peut séduire des catholiques modérés. Mais il y a un point qui est le point de rupture entre catholiques et protestants,
c'est la messe. L'idée que Dieu, Jésus, est présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée. Pour les protestants, c'est une superstition. Dieu est au ciel et l'hostie est un bout de pain. Pour un roi de France, c'est inadmissible. Pour un roi de France, c'est inadmissible pour une raison assez claire, qui est que les rois de France sont sacrés. À la différence d'autres souverains, par exemple le roi d'Espagne n'est pas sacré. Les rois de France sont sacrés, ça fait d'eux des quasi-évêques. C'est-à-dire qu'en eux déjà, il y a une hybridité entre la terre et le ciel. Un roi de France lui-même a incorporé le céleste en lui. C'est-à-dire que la négation par les protestants de la possibilité que Dieu s'incarne en la matière est une négation de leur propre pouvoir. À partir des années 1534, François Ier, avec l'affaire des placards, va changer de stratégie et commencer la persécution. Ça va être suivi par son fils, Henri II, qui est le grand roi de la persécution, on appelle le temps des bûchers. On va condamner les protestants au bûcher, notamment parce que Henri II va donner la connaissance du crime d'hérésie à ses parlements. Ce qui est nouveau, jusqu'à présent, c'était les tribunaux ecclésiastiques qui s'intéressaient à l'hérésie. Henri II confie cela au Parlement. Les parlements sont beaucoup plus efficaces. Ça va conduire à des centaines de bûchers de protestants français durant tout le règne d'Henri II, entre 1547 et 1559. Est-ce que ça marche? Non. Au contraire, les bûchers vont avoir tendance à donner une audience aux protestants. Les protestants, en mourant en martyrs dans le feu, vont montrer ou vont donner l'impression qu'ils sont soutenus par Dieu, que Dieu est de leur côté. Le martyr, quand il va tuer une personne, va en convertir 100. Tant et si bien que quand François Ier meurt en 1559, lors de ce tournoi, les protestants sont peut-être 10% du royaume de France. Le royaume de France, c'est 20 millions d'habitants, donc on considère, même si les chiffres sont assez approximatifs, on considère qu'il y a 2 millions de protestants. Et vous l'avez dit, parmi eux l'élite. Alors beaucoup de nobles, mais aussi beaucoup de professions appartenant à l'élite économique et intellectuelle, pour une raison assez simple. Je vous l'ai déjà dit en début d'entretien, pour être protestant, il faut savoir lire. En tout cas, dans un premier temps. Il faut être séduit par cette idée qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser à Dieu. Et dans un premier temps, ceux qui savent lire, ceux qui sont séduits par cette idée que l'homme peut s'adresser directement à Dieu, eh bien, ce sont des apothicaires, ce sont des membres du clergé, ce sont des artisans qualifiés comme des orfèvres ou des imprimeurs, ce sont des universitaires, ce sont des juristes, très peu les paysans. Les paysans restent massivement dans la France du XVIe siècle attachés au catholicisme. Les artisans qualifiés, les petits nobles, les membres du clergé, les universitaires vont davantage se tourner vers le protestantisme. Ce qui fait que quand Catherine de Médicis arrive à la régence dans la décennie 1560, elle a une situation explosive, avec d'un côté une faiblesse politique, qui est celle de toute régente, de l'autre côté une minorité, mais qui est une grosse minorité, 2 millions de personnes, dont des grandes familles nobles, qui réclament l'accès à la liberté de conscience et la liberté de culte. Il faut savoir que jusqu'en 1560, on est encore dans le temps des martyrs, le protestantisme est interdit, poursuivi et menacé de mort pour avoir adopté une foi qui n'est pas celle de l'Église catholique. Alors, vous avez dit aussi, Jérémy, quelque chose de très intéressant, une forte minorité avec une élite qui a basculé dans le protestantisme. Il y a aussi toutes certaines régions qui basculent véritablement plus que d'autres. On a toute une partie qu'on va appeler rapidement le croissant huguenot qui se met en place en France, avec notamment dans le sud-ouest, sans doute bien sûr la Navarre, mais d'autres régions comme les Cévennes, par exemple, basculent, elles, beaucoup plus, on va dire, profondément que d'autres régions plus au nord, restées largement plus catholiques. Oui, alors ça reste un des mystères. Faut voir qu'au XVIe siècle, la géographie dont vous parlez, elle n'est pas complètement encore dessinée, même si elle commence à se dessiner. Notamment les Cévennes vont basculer un peu plus tardivement dans le protestantisme. Mais vous avez raison, ça commence à se dessiner.
un croissant méridional notamment, sud-sud-ouest, beaucoup plus touché par la réforme que le nord, même s'il y a des nuances à apporter. Mais alors pour le dire, en gros, différentes raisons peuvent l'expliquer. L'éloignement de Paris. Plus on est éloigné de Paris, plus on est éloigné du pouvoir central, plus la capacité à mener une révolte pour la foi, comme l'est le protestantisme, est grande. Il faut savoir que Toulouse ou Marseille ou Aix ou Bordeaux, c'est loin de Paris. Il faut souvent 6 jours aux meilleurs chevaux pour se rendre dans ces villes. Donc d'abord, l'éloignement de Paris explique que le sud-ouest, sud-sud-ouest, soit plus touché par la réforme. C'est aussi des régions qui sont des régions, dit-on, de droit écrit, où l'alphabétisation des populations est plus élevée, le rapport à l'écrit plus courant, et donc la capacité à être séduit par le protestantisme plus importante. Alors les Cévennes, c'est un peu différent parce que ça va surtout se développer à partir du XVIIe siècle, pour différentes raisons, qui sont aussi des raisons démographiques sur la structure de la famille cévenole, mais aussi l'éloignement, l'enclavement de ces vallées qui va favoriser l'implantation d'idées nouvelles. On pourrait donner d'autres éléments, mais il faut aussi voir qu'en Normandie, par exemple, au XVIe siècle, il y a une très grande implantation protestante. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans cette géographie que je viens de dessiner. La Normandie, il y a beaucoup de protestants pour une raison peut-être plus simple, qui est la proximité avec l'Angleterre et la circulation assez intense des marins, qui explique aussi le fait que La Rochelle soit un des QG du protestantisme. Donc globalement, effectivement, un protestantisme plus fort dans le Midi que dans le Nord, mais ce n'est pas toujours vrai. Alors, vous avez aussi dit tout à l'heure dans votre introduction, Jérémy, que ces guerres, qu'on pourrait d'ailleurs appeler plutôt guerres civiles, mêlent à la fois bien sûr des problématiques religieuses, mais aussi politiques. Alors, la France va rapidement se diviser en deux, voire même en trois, pour mener justement ces guerres civiles. Alors, est-ce que vous pourriez présenter ces grands partis, le parti catholique qui rapidement s'appelle la Ligue, le parti bien sûr des Huguenots, des protestants, et puis peut-être le troisième parti, celui qu'on va appeler des politiques qui essayent malgré tout de maintenir une certaine unité vers la monarchie peut-être. Alors effectivement, on peut dessiner globalement ces trois partis qui sont bien évidemment pas des partis politiques modernes, notamment parce qu'on n'est pas du tout dans un système démocratique ni même parlementaire, donc on va utiliser le mot parti tout en lui gardant des guillemets. Les protestants. Dans un premier temps, ils vont être menés par une série d'hommes de guerre, notamment l'amiral de Coligny, le prince de Condé, qui sont des grands aristocrates qui vont profiter de leur clientèle locale pour mener un certain nombre de guerres. Ce sont des hommes qui combattent de manière très authentique pour leur foi, mais qui ont aussi qui profitent de ces engagements religieux pour avancer leur carrière. Mais comme tout, les hommes du XVIe siècle mêlent leurs engagements religieux et leurs engagements politiques. Du côté catholique, le parti catholique est mené par une grande famille, qui est une famille princière, qu'on appelle les Guises, qui sont implantés en Lorraine, et qui, eux, sont favorables à un catholicisme intransigeant. Ce catholicisme intransigeant, il passe par le refus de la coexistence religieuse, c'est-à-dire le refus de vivre à côté des protestants, qu'ils qualifient d'hérétiques, qu'ils considèrent comme menaçant leur propre salut. Ce sont ces hommes qui, après les années 1580, ce parti va se structurer autour des idées de la Ligue. Alors, qu'est-ce que c'est les idées de la Ligue? À partir de la mort en 1584 du duc d'Alençon. Le duc d'Alençon, c'était le dernier frère vivant d'Henri III. Henri III n'a plus de successeur légitime, puisque son dernier frère,
le duc d'Alençon est mort, on prend conscience que le successeur légitime, par une série de hasards de succession, c'est Henri de Navarre. Henri de Navarre qui est protestant. À partir de ce moment-là, les catholiques radicaux menés par cette famille de Guise, notamment Henri de Guise, et aidés par l'Espagne de Philippe II, vont jurer de tout faire pour que la couronne n'échoie jamais à un prince protestant. La conséquence de cette promesse, soutenue à coups de deniers et de ducats espagnols massivement, la conséquence de cette promesse, c'est que les ligueurs vont prendre les armes contre le roi de France. Dans la première partie des guerres de religion, c'est le roi de France qui se bat contre les protestants. Dans une deuxième partie, c'est plus compliqué, puisque la Ligue se bat notamment contre le roi de France. Puis il y a une troisième partie qui va rassembler des catholiques modérés et des protestants modérés qu'on appelle les politiques. Ces politiques, ils ont beaucoup de différences. Ils se rassemblent autour, par exemple, de la famille des Montmorency, mais aussi autour d'un certain nombre d'idées, comme les idées de Jean Bodin, qui publie en 1576 les 6 livres de la République. Ils se retrouvent autour de 2 idées fortes. Première idée, la violence ne sortira pas la France des guerres de religion. La violence ne permettra pas de convertir les protestants. L'âme est une matière immatérielle et elle ne peut pas être forcée par le fer. Deuxième idée, c'est le roi qui doit se mettre au-dessus des partis, au-dessus des catholiques ultra, au-dessus des protestants ultra, pour faire la paix. Donc, le parti des politiques, si vous voulez, c'est le parti qui va finir par triompher au XVIIe siècle et conduire à ce qu'on appelle l'absolutisme. L'absolutisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'échange d'une liberté de conscience. Les protestants, comme les catholiques, ont la liberté de conscience en privé. Et contre cette liberté de conscience privée, on doit se taire dans l'espace public. L'espace public appartient au roi, on n'a pas le droit de critiquer le roi publiquement, et c'est la structure politique qui va s'imposer au XVIIe siècle, la structure politique de l'absolutisme, qui est le triomphe des idées politiques qui considèrent que le roi doit être au-dessus des partis. Alors, je voulais maintenant voir avec vous, Jérémy, justement, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure les grands événements de ces guerres de religion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement s'il y avait 2 ou 3 aspects essentiels là-dessus? Vous avez parlé du massacre de Vassy. On connaît aussi beaucoup, malheureusement, le massacre de la Saint-Barthélemy. On reviendra peut-être un peu plus tard sur la retranscription à l'écran dans les fictions des guerres de religion. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir véritablement de ces guerres? Alors évidemment, c'est très difficile de synthétiser en quelques points ces guerres qui sont foisonnantes d'événements. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être quelques massacres. Il y a beaucoup de massacres. Le massacre de Vassy en 1562, le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572, qui fait peut-être 10 000 morts en France et qui va être vraiment un traumatisme pour tous les Français. Alors pour les protestants, bien sûr, qui sont les victimes de ces massacres, mais aussi pour la conscience catholique. Ça va rester hanté toute la fin des guerres de religion. Il faut savoir qu'après le massacre de la Saint-Barthélemy, il n'y a plus de massacre. Il y a bien sûr des violences, il y a bien sûr des guerres, mais c'est le dernier massacre, puisque le catholicisme va changer de nature, va changer d'imaginaire, pour reprendre les mots de Denis Crouzet, et au lieu d'avoir un catholicisme qui est violent à l'encontre des protestants, ça va être un catholicisme beaucoup plus pénitentiel, qui va se tourner vers la procession. On va faire des processions. Bon, je passe vite sur ça. L'autre point qu'il faudrait retenir, même s'il y a énormément de points, c'est le fait que pendant les guerres de religion, on assassine des rois. Et ça, c'est nouveau. Les guerres de religion voient naître des théories, qui sont des théories politiques, qu'on appelle les théories monarchomaques, qui disent qu'il y a un contrat entre le roi et son peuple.
le roi doit protéger les siens. Si le roi n'honore pas ce contrat, il est licite de déposer le roi et même de le tuer. Eh bien, c'est ce qui va se passer à 2 reprises. Bien sûr, en août 1589, Henri III va être mis à mort par un moine aux idées ligueuses, Jacques Clément, pour ne pas avoir été suffisamment, à leurs yeux, dans la répression à l'encontre du protestantisme. Le roi n'a pas honoré son contrat, il est licite de le mettre à mort, notamment parce qu'il est accusé, à juste titre, d'avoir assassiné les leaders du catholicisme français, les Guises, que Henri III a fait mettre à mort à la fin de l'année 1588 à Blois. Deuxième assassinat, il est très connu aussi, c'est en 1610, Henri IV, roi de France, protestant converti au catholicisme, est assassiné par un catholique aussi exalté, qu'on appelle Ravaillac, qui n'a jamais accepté qu'un ancien hérétique occupe le trône de France. Voilà pour quelques dates, mais bien sûr, on pourrait en sélectionner un beaucoup plus grand nombre. Alors vous avez dit tout à l'heure, Jérémy, quelque chose de très intéressant, cette idée que petit à petit émergeait ce fameux parti politique qui mettait la royauté au-dessus de tout et qui allait placer la France petit à petit vers, on va dire, ce qui va devenir l'absolutisme au siècle suivant. Alors justement, moi j'allais vous poser une question sur l'édit de Nantes, qui est un édit de pacification, comme il y en a eu beaucoup après chaque guerre, chacune des 8 guerres, vous l'avez dit, un édit de pacification se met quasiment en place et pourtant, celui de Nantes semble réussir. Alors pourquoi est-ce que cela fonctionne? Et puis pourquoi, surtout Jérémy, est-ce qu'il ouvre pendant près d'un siècle, jusqu'à l'édit de Fontainebleau, une période où, dans le Royaume de France, est tolérée une religion, ce qui va complètement en rebours de tout ce qui se passe partout en Europe, puisque petit à petit, partout en Europe, s'installe le principe de cuius regio et ius religio, c'est-à-dire que les sujets choisissent la religion du roi. C'est pas du tout le cas en France. Et donc, comment ça se fait que l'édit de Nantes fonctionne et réussit? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question, plusieurs éléments intéressants, mais premier constat, vous avez raison, la France est une situation assez unique. Dans tous les pays ailleurs en Europe, ce sont les sujets qui se convertissent à la religion de leur prince. Selon le principe cuius regio et ius religio que vous avez rappelé. En France, on a une situation unique où on a un roi qui, pour devenir roi, doit se convertir à la religion de ses sujets. C'est Henri IV. Henri IV, qui est roi théoriquement à la mort d'Henri III en 1589, mais qui, pour conquérir réellement son royaume, doit abjurer le protestantisme en 1593, puis conquérir son royaume. Situation unique. Alors pourquoi est-ce que l'édit de Nantes réussit? Pourquoi est-ce que l'édit de Nantes est l'édit dont on se souvient? Alors, sans doute pas pour des raisons internes, c'est-à-dire sans doute pas pour ce qu'il dit. Car en réalité, et vous l'avez rappelé dans votre question, ce qu'il dit n'a rien d'inédit. Dès 1562, dès 1563, Catherine de Médicis a promulgué, avec l'aide de son chancelier Michel de l'Hospital, des édits de pacification qui sont à peu près identiques au contenu de l'édit de Nantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation radicale, il n'y a pas d'innovation philosophique dans l'édit de Nantes. Qu'est-ce que disent les édits de pacification de Catherine de Médicis? Liberté de conscience totale pour les protestants. Ça, c'est la Révolution. La Révolution, c'est celle de Catherine de Médicis en 1562. On ne poursuit plus les protestants pour leurs croyances. On distingue, et là est la révolution philosophique, on distingue le fidèle, qui appartient à une église, et le citoyen, qui appartient à un État. L'État s'adresse à des citoyens. Michel de l'Hospital a cette formule qui est magnifique, il dit « Même l'hérétique ne cesse pas d'être un citoyen ». Et ça, c'est très important. Ça déclenche ce qu'on appelle une autonomisation partielle de la raison politique, pour reprendre les termes d'Olivier Christin. C'est-à-dire que l'État et les églises ne poursuivent plus des buts
exactement superposables, ne poursuivent plus les mêmes buts. Cette révolution, elle est opérée par Catherine de Médicis. Alors, liberté de conscience totale, liberté de culte limitée, et l'édit de Nantes, c'est la même chose. Les protestants ont le droit à des temples dans un certain nombre de villes, mais pas toutes les villes, rarement en centre-ville, la plupart du temps dans les faubourgs. Ils ont le droit aussi à un ensemble de places fortes. Alors, rien de neuf dans ce que fait Henri IV avec l'édit de Nantes. Mais vous l'avez dit, ça marche. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Plusieurs éléments. Un des éléments de réponse, c'est la lassitude des Français. C'est-à-dire que quand Henri IV accorde l'édit de Nantes en 1598, on est quasiment à 4 décennies de guerre. On est au point de bascule où on ne peut plus faire la guerre. Les Français sont épuisés, les ressources sont épuisées, les campagnes sont épuisées. On voit se multiplier dans les campagnes ce qu'on appelle des trêves de labourage, où les paysans catholiques comme protestants signent des accords par lesquels ils décident de ne plus faire la guerre au moins le temps des récoltes, au moins le temps des labours. Donc si vous voulez, en 1562, quand Catherine de Médicis promulgue ces idées, les hommes ne sont pas lassés par les guerres. Il y a encore beaucoup d'hommes qui ont envie d'en découdre. En 1598, on s'aperçoit de décennies de guerre qui n'ont servi à rien. En 1598, la carte militaire est à peu près la même que celle de 1562. Deuxième élément qui explique le succès d'Henri IV et le succès de l'édit de Nantes, c'est qu'il y a un retournement économique. Henri IV a de la chance, il commence à régner, en tout cas il commence à être le souverain légitime dans un moment de retournement économique. C'est on l'appelle le roi de la poule au pot, hein, c'est-à-dire que autant les décennies précédentes étaient des décennies économiquement de grande fragilité, autant ça va être une décennie, la décennie disons 1600-1610, de prospérité économique, où on va voir la peste, mais aussi la peste reculer, le climat très légèrement s'améliorer, ce qui fait que Henri IV va bénéficier d'une conjoncture qui lui est favorable. Et puis, dernier élément de réponse, même s'il y en aurait beaucoup, Henri IV va mettre en œuvre une intense propagande à travers la peinture, à travers la musique, à travers la littérature, en faveur de sa personne, le grand roi, l'Hercule gaulois pacificateur, qui va avoir un immense succès. Le roi de la poule au pot, qui invente aussi cette image du bon roi, qui va permettre à chaque Français d'avoir chez lui une poule à manger. Donc tout ceci va contribuer au succès de l'édit de Nantes. S'il faut retenir un point, c'est que ce n'est pas le contenu de l'édit qui explique son succès, c'est le contexte de l'édit qui explique ce triomphe. Il y a aussi, effectivement, vous le dites, hein, dans ces guerres de religion, une certaine notion mémorielle, notion qui se poursuit jusqu'à nos jours quasiment, puisque les fictions, que ce soit les films, que ce soit les bandes dessinées notamment, s'inspirent de cette période. Alors je pensais pour les bandes dessinées au Chemin de Malafosse, par exemple, mais je pensais aussi pour les fictions, notamment au cinéma, à ces films comme La Reine Margot, que vous avez commenté au micro de André Loez dans Paroles d'Histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution, Jérémy, de la mémoire des guerres, j'allais dire de Dumas jusqu'à aujourd'hui? Alors, il faut dire que les guerres de religion ont toujours occupé effectivement la mémoire des Français. Autrement dit, ce n'est jamais un épisode historique qui a été oublié et qu'on aurait exhumé. Chaque période a eu ses guerres de religion, si l'on peut dire. Le XVIIIe siècle, avec Voltaire, s'est beaucoup intéressé aux guerres de religion pour une raison assez simple, c'est que c'est un épisode historique qui permet de critiquer le fanatisme. Pour le dire très vite, Voltaire va se servir de la Saint-Barthélemy pour montrer à quel point la religion, l'obscurantisme conduisent au massacre et au malheur. Au XIXe siècle, avec Michelet, mais aussi avec Dumas, ou toute l'école républicaine à partir de la Troisième République, on va être dans cette même tendance. On va se souvenir des guerres de religion
pour montrer à quel point la religion dans ce qu'elle peut avoir de plus fanatique, conduit à la violence, conduit à la mise à mort des peuples, conduit à la guerre civile. Et ce n'est pas un hasard si Michelet, le grand républicain, invente, crédibilise ce terme de guerre de religion, puisqu'il s'agit pour lui de montrer que la religion, dans l'ensemble, conduit à la guerre. Plus près de nous, effectivement, dans le cinéma, Chéreau, que vous avez cité, s'est beaucoup nourri de Alexandre Dumas. Mais Alexandre Dumas, c'est la même idée que Voltaire ou Michelet, à savoir que la religion, dans l'ensemble, conduit à la guerre. Mais Alexandre Dumas va rajouter cet élément que pour critiquer le fanatisme, il va s'appuyer sur la légende noire des Valois, et notamment forger, enfin pas forger, mais réutiliser la légende noire de Catherine de Médicis. Hein. C'est très clair chez Dumas, c'est très clair aussi dans le film de Chéreau, la responsable machiavélique de la Saint-Barthélemy, de ces violences, c'est Catherine de Médicis, mais aussi ses fils qui sont tous incestueux, cruel, sanguinaire, tyrannique. On a une personnalité notamment torturée de Charles IX qui est très visible dans le film. Donc on voit comment le film de Chéreau, en se nourrissant de Dumas, se nourrit de toute une mémoire de cette époque qui a souvent servi à soutenir des propos qui ne sont pas des propos inintéressants, notamment les propos républicains, mais qui, pour soutenir ce propos républicain, étaient obligés de noircir outre mesure la figure de Catherine de Médicis et notamment la figure des derniers Valois. Dernièrement, notamment grâce au travail historiographique de Denis Crouzet, qui depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, a intensément travaillé sur Catherine de Médicis, on a changé notre regard sur Catherine de Médicis, mais aussi sur cette période et aussi sur les Valois. Pour le dire vite, Denis Crouzet a montré que Catherine de Médicis, loin d'être l'italienne sanguinaire et machiavélique à l'instigation du massacre de la Saint-Barthélemy, est une femme de paix. Une femme qui, toute sa vie, tout son règne, toute sa régence, a tenté de faire la paix, a tenté de parler, d'utiliser les mots, même si elle reste fondamentalement catholique. Catherine de Médicis est une femme qui est consciente qu'on ne réglera pas la violence par les armes. Donc vous voyez, l'image des guerres de religion, eh bien, elle évolue à travers le temps, et la mémoire, c'est ceci, c'est dans ça que c'est intéressant, c'est que chaque époque se saisit en fonction de ses propres besoins, en fonction de ses propres traumas d'une époque, dans le passé pour en dire quelque chose sur elle-même. C'est tout à fait légitime. Moi, je pense que l'anachronisme, c'est un puissant moteur d'instigation, un puissant moteur d'enquête. Donc, il est tout à fait légitime que les époques, le XXe siècle, le XXe siècle ait sa propre vision des guerres de religion. Le XIXe siècle avait sa propre vision. Donc, l'anachronisme est légitime, même s'il faut bien sûr qu'il soit nuancé, tempéré par les apports des historiens qui essaient de montrer que malgré ce qu'en disent certains écrivains ou certains polémistes, les guerres de religion ne se sont pas exactement passées comme ça, ou essayer de changer le regard qu'on peut avoir sur Catherine de Médicis, mais tout ça évolue, le passé n'est jamais figé, le passé s'écrit toujours au présent. Jérémy Foa, merci pour cette mise au point sur les guerres de religion qui doit permettre Merci à vous pour vos questions. Aux collègues, voilà, d'aller peut-être présenter cela aux élèves. Alors, on va se retrouver dans une deuxième partie où vous présenterez, comme c'est de tradition dans Bref de classe, maintenant un personnage important et puis un document qui sera fourni sur le site apag.fr. Alors, on répète aussi que vous aurez fourni une bibliographie rapide qui doit permettre à celles et ceux qui voudraient aller plus loin de se renseigner sur les dernières avancées de l'historiographie, vous l'avez dit, notamment bien sûr les travaux de Denis Crouzet, mais pas que, sur les guerres de religion. Merci Jérémy.